Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. И добро пожаловать на виртуальную площадку Recording in progress. Русского дома в Брюсселе. Bonsoir, bonsoir, chers amis, et bienvenue à la plateforme virtuelle de la Maison Russe à Bruxelles. Сегодняшний вечер у нас будет вестись с синхронным переводом на французский язык. Для тех, кто хочет слушать нас по-русски и слышит меня сейчас, достаточно ничего не делать и продолжать слышать русский трек, русскую речь во время нашей видеоконференции. Pour ceux qui veulent nous suivre en français, parce que cette soirée d'aujourd'hui sera menée avec une traduction simultanée en français, et je vous salue nos interprètes aujourd'hui qui vont nous aider pendant notre soirée. Donc, pour suivre la rencontre en français, il vous suffit de cliquer sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran et de choisir la piste française. Конечно, все, кто принимает участие в нашей встрече, я хочу приветствовать наших Bien друзей. sûr, je voulais saluer tous ceux qui participent à cette rencontre, à cette réunion dont je vois le nom parmi les participants de cette réunion. Merci beaucoup que vous soyez là. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez, pour le faire, lever votre main. Vous avez l'option en bas de votre écran. On va vous donner la parole. Ou vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Donc, pareil, il y a une icône en bas de votre écran au centre. Vous pouvez donc saisir votre question, soit vous pouvez lever votre main pour poser votre question à voix haute. Nous sommes là pour que notre discussion soit la plus riche et la plus interactive possible. Je donne la parole définitivement à nos interprètes, que les participants de notre soirée, que je salue vivement, parce que je vois beaucoup de noms bien connus parmi les spectateurs. Je vous invite à participer activement à notre soirée. Soit vous pouvez lever la main en cliquant sur l'icône correspondant en bas de l'écran et de poser votre question, donner votre commentaire en pleine voix. Ou bien vous avez le chat, si vous voulez le faire par écrit. C'est aussi une petite icône en bas au centre de notre écran. Voilà, donc je cède la parole à nos interprètes et je passe en russe. Итак, еще раз большое Encore une спасибо. fois, merci beaucoup pour cette possibilité de accueillir la soirée d'aujourd'hui. Notre réunion d'aujourd'hui, c'est le résultat d'une coopération, d'une réunion des deux projets qui ont créé d'une fois, ont été créés ici au musée russe à Bruxelles, qui s'appelle Avec des racines russes. Et c'est également une série de rencontres qui a été déjà commencée il y a 2 ans, consacrée aux histoires des familles célèbres russes en Europe de l'Ouest, en Belgique et bien sûr en Russie. Et nous sommes très contents. Pour nous, c'est un grand honneur qu'aujourd'hui, nous réunissons notre projet avec les racines russes, avec le projet de l'Institut de l'héritage familial à Saint-Pétersbourg, avec le projet dont le curateur est Daria Romanova. Ce projet s'appelle l'héritage vivant. Et merci beaucoup, Daria, pour nous avoir donné la possibilité de faire connaître à notre public russe et belge et notre public occidental. Merci beaucoup pour nous avoir donné cette possibilité de faire connaître le matériel historique unique avec l'histoire des dynasties de noms connus au monde entier de Tchaïkovski de von Meck, qui va être présenté par Denis Andreevitch von Meck. Et je vous donne la parole pour que vous puissiez présenter tous les participants de cette conférence d'aujourd'hui. Et merci beaucoup
à vous et à tous ceux qui participent aujourd'hui. Bon, pardon, le son est mauvais. Daria Yakovlevna, je vous demande s'il vous plaît de lever un peu, en fait, le son, augmenter le son, pardon, parce qu'on vous attend très mal. Hmm, Donc, le son est toujours très mauvais, désolé. Donc, nous sommes les représentants des dynasties célèbres et on va parler de cette contribution qui avait été faite dans l'histoire. Et donc, je donne la parole au directeur adjoint de notre projet. Merci beaucoup. Le son est toujours très mauvais, désolé. Donc, pardon, l'interprète ne peut pas entendre vraiment ce qui est dit en russe, pardon. Maintenant, on peut vous entendre mieux, merci. Bon, pas beaucoup mieux. Donc, je voudrais vous parler pourquoi nous sommes réunis ici tous ensemble. C'est pour... pardon, ne comprends pas les mots, s'il vous plaît. On vous demande de bien régler votre micro pour qu'on puisse entendre le russe, pour que les interprètes puissent bien travailler. On va peut-être faire une petite pause pour qu'on puisse, pour que vous puissiez régler votre son du micro. Merci. Надо, может быть, другой микрофон. Вот вас, Денис Андреевич, мы слышим прекрасно. Слышно, Нет, идет, вот это микрофон. нет, идет напрямую отсюда, потому что вас слышно, Денис Андреевич. У нас получается, когда мы сидим слева и справа, хуже слышно. Тогда можете поближе, да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Слышно теперь? Chers collègues, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est un peu mieux. Peut-être qu'il faut que vous soyez un peu plus au centre, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre bien. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, maintenant c'est mieux. Ok, je vais essayer de parler plus fort et plus lentement. Bonjour, bonsoir, chers amis, chers collègues. Nous nous sommes réunis ici pour un événement très important consacré sur un sujet qui est très important pour tout le monde parce que l'héritage, ce sont toujours les positions qui sont importantes pour les vies humaines. Et cela représente, la famille, c'est un petit modèle de la société d'un État. Et plus la famille est unie, le plus le peuple est uni et plus l'État est uni. Et l'histoire, le peuple qui ne connaît pas son histoire n'a pas de futur, n'a pas d'avenir. Et donc, c'est pour cette raison, le travail que vous faites est très important et je suis ravie qu'il existe une connexion entre Moscou et la Belgique. Et je voudrais souhaiter tout le meilleur dans ce travail
et je souhaite de continuer d'avoir ces bonnes relations pour le longtemps. Donc, je vais donner la parole au directeur de Rosotrudnichestva, Gennady Legalov. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ici à Moscou, il est tard, déjà très tard. Merci beaucoup pour m'avoir invité pour cette conférence. Il est très intéressant d'écouter votre présentation sur un sujet très intéressant. Je voudrais remarquer notre collaboration avec l'Institut de recherche sur l'héritage russe, et je pense que nous aurons beaucoup de projets intéressants. Cette année, nous avons organisé une école des historiens archivistes. Nous avons accueilli des enfants de plusieurs pays. C'était des jeunes ayant gagné les concours qui s'appelait Ma famille dans l'histoire. Je pense que c'est vraiment très symbolique que l'événement d'aujourd'hui est consacré à la famille. Et ce concours que nous avons organisé était également consacré à ce thème-là. Et je pense que dans le futur, nous organiserons ce genre de programme pour les jeunes, pour les enfants. Et pour le jour d'aujourd'hui, la conservation de la mémoire historique, c'est vraiment très important, très. Donc, pour cette raison, je pense que ce sujet va se développer. Je voudrais souhaiter à tous les participants de cette excursion d'aujourd'hui des belles présentations et bien sûr souligner le fait que pour le jour d'aujourd'hui, il est très important pour nous ce que nous faisons pour la conservation de la mémoire historique. Ce travail devient très actuel aujourd'hui en tenant compte de ces réalités politiques que nous connaissons aujourd'hui malheureusement. Et pendant cette réunion d'aujourd'hui, elle est tellement importante parce qu'elle montre que les liens entre la Russie et l'Europe sont très profonds. Quand on prend l'exemple, une famille, une lignée familiale, comment est-ce qu'on peut étudier ces connexions dans l'histoire et comment elles ont influencé le développement de notre pays? Et je pense que ce serait une excursion très intéressante et très utile. Et merci beaucoup. J'espère que je vous ai pas pris trop de votre temps. Merci beaucoup, Gennady Andreevich. C'est vraiment très important et je voudrais utiliser cette petite pause pour inviter notre public pour nous rejoindre pendant d'autres émissions en octobre qui va être consacré à la participation de la Russie à la Première Guerre mondiale. Donc, nous aurons un grand programme lié à notre page commune d'histoire. Donc, ce sera le 5e anniversaire depuis le début de la Première Guerre mondiale et il est très peu d'informations sur la participation de la Russie dans cette guerre. Donc, c'était vraiment quelque chose de très important pour toute l'histoire du pays. Et donc, je vous invite dans pour nos autres webinaires qui va vous parler de la participation de la Russie, y compris sur le territoire de la Belgique. Merci beaucoup. Et Gennady, maintenant, je vais passer la parole à Daria pour continuer notre conférence d'aujourd'hui. Merci. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'héritage matériel et non matériel. On va parler des représentants des en fait, lignées différentes. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'héritage musical et du monde spirituel de ces
familles. Et également, on va vous faire connaître l'héritage matériel et culturel des représentants de ces familles. Donc, je vais vous présenter Denis Andreevitch Tchaïkovski, qui va vous parler de la biographie de Piotr Tchaïkovski. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, parfait. D'après ce que j'ai compris, nous avons l'interprétation simultanée, donc je vais essayer de parler plus lentement. Peut-être pour les russophones, ce serait peut-être mon débit, ça va être peut-être assez lent, mais pour ceux qui traduisent, ça va être au mieux. Donc, je voudrais ajouter que nous allons organiser la réunion sur la Première Guerre mondiale et donc avec un grand plaisir, je peux constater que je pourrais être utile parce que dans mon histoire familiale, il y a beaucoup d'informations et de choses sur la Première Guerre mondiale. Il y avait des personnes qui ont participé dans la Première Guerre mondiale et qui sont morts. Il y a des personnes qui ont fourni des armes pour la guerre, pour le front. Il y a des personnes y ont envoyé des chiens et qui ont également donc, il y a eu beaucoup d'érections de l'aide pendant cette époque-là. En parlant du sujet d'aujourd'hui, je suis présentée en tant qu'héritier des familles de Tchaïkovski et de von Meck. Et bien sûr, il faut comprendre que ce sont deux grandes familles qui euh, s'interconnectent pas forcément partout. Donc, je veux dire qu'il y a peut-être quelques représentants de la famille de Tchaïkovski qui ne sont pas croisés avec von Meck. Il y en a d'autres qui ne sont pas. Donc, pour cette raison, je vais commencer ma présentation par la famille de Tchaïkovski. Après, je vais parler de von Meck et après, je vais vous expliquer quels sont les liens entre ces deux grandes familles. Pour qu'on puisse comprendre qui est le intervenant aujourd'hui, je fais cette petite note par formation, je suis ingénieur et ça fait 10 ans que je travaille dans les recherches et dans l'histoire. Tout d'abord, je travaille dans le domaine de l'histoire familiale. C'est très important de souligner aujourd'hui parce que l'année 2024 en Russie est l'année de la famille. Donc, c'est-à-dire l'espace informationnel utilise ce moyen pour montrer plus sur la famille, sur l'éducation dans la famille et les perspectives de son développement. En plus, je suis un collectionneur et donc, quand on collectionne quelque chose, c'est très bien de développer les connaissances sur le sujet qui nous intéresse. Je fais partie de différentes communautés historiques et donc on peut interagir avec les membres de ces communautés. Je travaille moi-même dans les archives et beaucoup de choses que je présente dans les livres et dans les présentations sont justement le résultat de ce travail dans les archives. C'est très important qu'aujourd'hui, notre pays porte énormément d'attention à la numérisation des archives des bibliothèques et des musées. Et grâce à cela, quand on est à Moscou, en Belgique, en Australie, à Novosibirsk, on peut étudier énormément de matériel historique. Вот это. Так, ладно. И приступая уже... Et donc, en me lançant dans le vif du sujet, И приходя к теме нашего... donc je passe
à la biographie de Piotr Tchaïkovski. Bien évidemment, c'est quelqu'un que beaucoup de monde connaît, mais j'espère que vous allez quand même découvrir des choses nouvelles. Donc, je vous rappelle que Piotr Tchaïkovski est né en 1840 et est décédé en 1893. Donc, il n'a vécu que 53 ans. Donc, c'est moins que l'âge de votre intervenant, qui est un peu plus âgé. Et donc, pendant la durée de sa vie, il a quand même laissé un héritage énorme, dont les plus connus sont probablement le Lac des Cygnes, Casse-Noisette, les Ballets, La Belle au bois dormant et probablement aussi Eugène Onégine. Au total, il a composé 10 opéras, dont Eugène Onégine est probablement le plus connu, et bien sûr le premier concerto pour piano, qui est aujourd'hui connu non seulement aux amateurs de la culture, mais aussi aux sportifs, parce que on sait bien que lors de différentes manifestations, événements sportifs, en raison politique, ce n'est pas l'hymne russe qui est interprété, mais c'est justement le premier concerto pour piano de Tchaïkovski qui prend sa place. Piotr Tchaïkovski est une personnalité très passionnante. Donc, à part d'être un compositeur très célèbre, c'est un personnage très passionnant, très intéressant. Et d'ailleurs, ce n'est pas évident. Il y a des génies chacun dans son domaine, mais qui n'ont pas ce volet spirituel très profond, qui n'ont pas une telle richesse de la culture générale. Alors, tout le monde ne le connaît peut-être pas, mais en fait, Piotr Tchaïkovski est un exemple, est un modèle euh, de galanterie, de la politesse. C'était quelqu'un de très instruit. De sa première formation, c'est un juriste diplômé du Collège impérial de la jurisprudence, donc une institution de renommée. Et il a même été engagé pendant 2 ans en tant que fonctionnaire, en tant que juriste au ministère de la Justice. Cependant, il a donc fait son don, son destin reprendre le dessus, et du coup, il laisse tomber le ministère et il entre dans le tout premier conservatoire russe récemment fondé. Donc, personne ne savait quels seront les débouchés de cette formation. Donc, on peut dire que c'était une décision assez courageuse. La personnalité de Piotr Tchaïkovski a été formée à la campagne russe. Elle est née dans la ville de Votkinsk, dans le sud de l'Oural. L'Oural qui représente la frontière entre la partie européenne et la partie asiatique de la Russie. Pourquoi cette ville-là? Parce que son père, Ilya Petrovitch, était en mission. En fait, il a été formé, il a fait ses études à Saint-Pétersbourg et puis il est allé dans l'Oural du Sud où il a été chef d'une usine sidérurgique. Et du coup, il a vécu pendant 10 ans dans la ville de Votkinsk où Piotr Ilyich et ses frères et sœurs sont nés. Sa famille est une partie obligatoire. En fait, c'est un élément obligatoire de la conférence sur Piotr Tchaïkovski, je trouve, parce que c'est vraiment un modèle de l'amour familial dont on peut s'inspirer aujourd'hui, tout en rendant compte à quel point c'est important dans la formation et dans l'éducation d'un grand homme. Donc, pour prouver cette thèse, je vais vous dire que les frères et les sœurs de Tchaïkovski se sont également illustrés, chacun dans son domaine. Ils font partie de la grande histoire et pas seulement en tant que la fratrie d'un grand compositeur. La mère du compositeur a été une femme extraordinaire. Donc, elle avait du sang européen. En tout cas, la moitié de son sang, on peut dire, a été européen, donc français, aussi un peu de sang autrichien et allemand.
donc par son père et donc du côté de sa mère, donc la grand-mère de Tchaïkovski, sa maman appartenait à la famille des ecclésiastiques, hein, donc ce qui enrichit davantage le cercle d'enterrés, on peut dire, de petit Piotr. Donc dans son enfance, Piotr lisait beaucoup de la littérature française qui l'a inspiré par la suite dans ses œuvres musicales, comme par exemple La Pucelle d'Orléans, l'opéra qu'elle a composé sur son propre livret, en puisant son inspiration dans des sources telles que le drame de Friedrich Schiller, le drame de Paul-Jules Barbier et la biographie historique de Jeanne d'Arc par Henri Vallon. Et plus généralement, l'influence de la culture française via la littérature française et aussi, bien évidemment, grâce à sa gouvernante, Fanny Durand, ont été des composantes très importantes dans la formation de la personnalité de Piotr Tchaïkovski dans son enfance. L'entourage le plus proche de Piotr, c'était ses frères. Même à l'âge adulte, il correspondait avec eux pendant de longues années. Il leur rendait visite, notamment. Elle a séjourné chez sa sœur préférée, Alexandra Davidova, quand elle s'est mariée à Monsieur Davidov, donc c'est mon arrière-arrière-grand-mère, tout comme Nadejda Filaretovna von Meck, dont je vais parler plus tard, c'est ma deuxième arrière-arrière-grand-mère. Donc Alexandra Tchaïkovskaya a été la seule personne de son entourage amical et familial qui a approuvé sa décision de donc changer son poste de fonctionnaire pour une carrière musicale. Donc l'une des preuves de leur intimité, je peux vous citer un extrait de la lettre de Tchaïkovski donc à Alexandra. Ne pense pas que j'aspire à devenir un grand artiste, c'est juste que je veux faire ce à quoi mon destin m'appelle. Si je deviens un compositeur célèbre ou un professeur pauvre, en tout cas, j'aurai une conscience tranquille et je n'aurai pas le droit ou le prétexte de me plaindre du sort ou des gens. Donc cette relation amicale très intime avec sa sœur était encore plus importante du fait que Piotr n'avait pas ses propres enfants et du coup il considérait la famille de sa sœur comme la sienne et il considérait ses neveux, ses nièces comme ses propres enfants. Plus tard, donc c'est parmi ses nièces, donc les filles d'Alexandra Tchaïkovskaya, donc c'est ses nièces qu'elle a proposées en tant que partie pour un mariage pour la famille de von Meck. Donc Piotr a présenté ses 4 nièces et Nadejda von Meck a proposé ses 2 fils. Et du coup, en couple, en est sortie une autre famille heureuse avec beaucoup d'enfants. Et donc, ce couple, ce sont justement mes arrière-arrière-grands-parents qui ont défini, si vous voulez, mon domaine d'intérêt et mes activités d'études et de recherche. Je vais vous donner une autre citation de Tchaïkovski qui montre bien pourquoi cette culture familiale est importante. Alors, voilà ce qu'il a écrit de la famille de sa sœur. Voilà ce qu'il dit. Excusez-moi, juste un instant. Ok, j'ai perdu la citation, peut-être que j'y reviens plus tard. Ah voilà. Toute la beauté et la douceur de la vie d'ici, c'est vraiment la haute dignité morale des gens qui habitent à Kamenka, ça veut dire la famille des Davidov en général. Tous ces enfants appartiennent également à une véritable élite de la race humaine. Et donc, habiter en contact quotidien avec un grand nombre
de personnes de qualité, c'est quelque chose de très agréable. Dans une autre lettre, il dit, sans exagérer, je peux dire qu'ils appartiennent, ils font partie à une petite partie des meilleures personnes au monde. Et d'ailleurs, ma sœur, avec son mari, sont une réfutation vivante de l'opinion selon laquelle il n'y a pas de mariage incontestablement heureux. Voilà qu'ils vivent depuis 17 ans en une union absolue des deux âmes et aucune discorde est impensable entre eux, même dans les petites choses. D'abord, ils se sont aimés inconsciemment suite à une attirance instinctive réciproque. Aujourd'hui, leur amour conjugal est le fruit de la prise de conscience que chacun est un véritable bijou de la race humaine. Leur bonheur est tellement parfait que des fois, j'ai peur pour eux. Et d'ailleurs, les frères jumeaux de Piotr Tchaïkovski, 10 ans, c'est cadets, donc ils sont nés en 1850. Et d'ailleurs, Piotr Tchaïkovski a bien participé à leur éducation parce que leur mère était déjà morte et le père a été absorbé par le travail. Donc, ces deux frères, Anatoly et Modeste, ont été aussi des correspondants importants de Piotr. Et pas seulement, bien évidemment, en termes de la correspondance. Donc, Modeste était écrivain, librettiste, un grand amateur et connaisseur de l'art. Il voyageait beaucoup. Il pouvait toujours donner conseil à son frère compositeur concernant les musées à visiter dans différentes parties d'Europe. Et Anatoly, d'ailleurs, est le seul parmi mes ancêtres qui ont fait leurs études au Collège impérial de la jurisprudence, qui a fini par vraiment travailler dans ce domaine. Donc d'abord, il a été un procureur adjoint à Tbilissi, puis vice-gouverneur. Et Piotr lui a rendu visite 5 fois, donc en passant au total 150 jours chez lui. Et c'est beaucoup pour un grand voyageur que Piotr Tchaïkovski était. Donc, je rappelle que Piotr Tchaïkovski, pendant sa vie, a visité 160 villes et villages. Donc, sur la carte politique moderne, c'est 19 pays. Il s'agit de l'époque où les avions n'existaient pas encore, donc c'était un peu plus compliqué. Et la Géorgie était pour lui une destination de prédilection. Il l'aimait beaucoup et il pensait que la Géorgie lui rendait l'appareil. Donc, l'héritage de Piotr Tchaïkovski en tant que compositeur est énorme. 3 ballets, 10 opéras, 7 symphonies, plus d'une centaine de romances. En fait, il œuvrait dans tous les genres de la musique classique. Mais à part ça, c'est quelque chose qui est un peu moins connu. Il a été aussi professeur de musique. Il a été critique de musique professionnelle pendant plusieurs années, correspondant, chef d'orchestre et aussi une personne publique. Donc, toutes ces facettes sont intéressantes, même si les autres sont un peu moins connues. Конечно, и в духовных произведениях Петр Ильич En ce оставил. qui concerne ses œuvres spirituelles, il y en a plusieurs. Et pour comprendre sa vision du monde, appréhender à quel point c'était une âme claire et délicate, je vous propose de lire ses poèmes qu'il a composés dans son enfance. Il les a rédigés à l'âge de 6, 7, 8 ans. La plupart des poèmes ont été écrits en français, en langue française. Donc, je vais vous lire la traduction en Не russe. обращайте, пожалуйста, внимания на поэтическую форму. Donc, ne faites pas attention à la forme poétique parce que c'est une traduction, mais plutôt, je vous invite à faire attention au contenu. Donc, le poème s'appelle « La fin du monde quand Dieu appelle les hommes au ciel ». Venez à présent, bonnes créatures, vous serez chez moi, vous serez des anges. Méchants, ô lâches, allez loin du ciel si beau.
Ange des cieux, que vous êtes beau, avec des ailes dorées, vous volez aux cieux. Méchant, lâche, allez du ciel si beau. Le ciel est si beau, plus beau que la terre, et les anges sont plus heureux que les hommes. Méchant, lâche, allez du ciel si beau. Également, en enfance, il exprimait déjà un amour très clair, très manifeste à sa patrie. Un autre poème de Tchaïkovski, Sur ma patrie. Ô patrie que j'aime, je ne veux point te quitter. J'existe ici, je mourrai ici. Ô patrie que j'aime, ma terre chérie. Ô je n'irai point là, chez un peuple étranger. Je t'honore, ma patrie. Je n'honore point une autre. Ma ville natale est petite et très peu peuplée, mais je l'honore toujours et je l'honorerai. Et si je vivrais dans un peuple étranger, oh, je serais bien triste. Mais bon Dieu fait que je n'irai pas. Je ne veux pas. Ma Russie très chérie. Encore une fois, bon, la forme poétique de la traduction n'est pas si importante, mais appréciez bien le contenu. Pouvez-vous penser à un enfant de votre entourage de 6, 7, 8 ans qui composerait ce genre de poème sur ce genre de sujet? Je pense que c'est quand même une chose assez rare. Donc, j'ai eu la chance d'éditer plusieurs livres. Le premier s'appelle La voix spirituelle de Tchaïkovski, écrit par Galina Sisko, une grande amie à moi qui travaille dans le plus grand musée de Tchaïkovski dans la ville de Klim, pas loin de Moscou. Au total, en Russie, il y a 4 musées de Tchaïkovski et encore 2 en Ukraine. J'espère qu'ils seront préservés. Donc, de manière très détaillée et très délicate, l'auteur montre les entrelacements de la vie spirituelle d'un chrétien, mais aussi la voie laïque, la vie professionnelle d'un musicien, compositeur, professeur et personne publique. Ce livre fournit aussi de très belles illustrations, des icônes préservées de Piotr Tchaïkovski qui sont aujourd'hui dans les collections de différents musées. Ce livre et tous les autres que j'ai édités sont accessibles gratuitement au format électronique. Vous pouvez les lire sur votre portable, votre tablette, sur votre ordinateur où que vous êtes. Donc, sur les premières pages de ma fondation, Fondation FondMec, je vous laisserai les contacts à la fin. Donc, certains livres sont déjà traduits en japonais, en chinois, en anglais, espagnol. Peut-être quelqu'un aura la volonté ou la possibilité de les traduire en français. Et je vous ai aussi préparé juste une liste des poèmes que Piotr Ilyich a composés, que les titres. À quel point ses intérêts ont été variés. Donc, un des poèmes, Prière d'une fille orpheline. Deuxième, Quand je suis loin de la patrie. Elle l'a rédigé au moment où il n'a jamais quitté sa patrie, mais elle avait déjà ce sentiment. L'enfant parle à son ange gardien, ou encore l'univers. Ou imaginez-vous, il écrit ça à l'âge de 7 ans. Il écrit un poème qui s'appelle Les souvenirs de la jeunesse ou La mort de l'enfant Pavel, mère et l'enfant qu'elle aime. C'est quelque chose d'incroyable, je pense. Ou encore le poème qui s'appelle La vieillesse d'un homme qui parle dans son sommeil ayant 60 ans. Ça veut dire qu'à l'âge de 8 ans, il réfléchit à ce genre de choses. Il réfléchit aux pensées d'un homme de 60 ans. Dans la vie de Piotr Tchaïkovski, il y avait un grand nombre de différentes rencontres et de personnes importantes. Et donc, compte tenu de notre lieu de rencontre d'aujourd'hui, je tiens à noter l'amitié de Tchaïkovski avec Désirée Arthaud, donc une chanteuse qui est née
en 1835 à Paris, dans la famille du professeur du Conservatoire de Bruxelles. C'est une chanteuse, une cantatrice d'opéra et aussi une nièce du violoniste et compositeur Joseph Artaud, Belgique. Donc, c'était une histoire sur la vie de Tchaïkovski assez courte, mais très importante. En 1868, en 1969, donc Tchaïkovski avait 28-29 ans. Et le résultat de cette rencontre a été la décision de se marier. Donc, il a écrit plusieurs romances il les a consacrées à cette personne-là. Et par exemple, qu'est-ce qu'il a écrit dans ses lettres? Je cite, on s'est passionné, on a des passions l'un vers l'autre. Et donc, et après ça, immédiatement, nous avons eu des conséquences. Le père a répondu avec une approbation. Il a écrit que Désiré, qui doit être forcément belle à tous les niveaux parce que mon fils Piotr est tombé amoureux d'elle. Et donc, ils ont déjà eu l'accord du père de Tchaïkovski pour ce mariage, mais malheureusement, il y a eu également les personnes qui n'ont pas été d'accord. Par exemple, c'était la mère de Désiré Artaud parce qu'elle croyait que c'était pas un bon choix de se marier avec un compositeur qui n'était pas très connu à l'époque. Et de la part des Russes, c'était Nikolai Rubinstein, le fondateur du Conservatoire de Moscou, où à l'époque travaillait Tchaïkovski. Il était également contre ce mariage parce qu'il considérait que Tchaïkovski, qui n'était pas connu, il va juste porter des valises après une diva d'opéra, une chanteuse d'opéra très connue, alors qu'il doit travailler sur sa création. Et donc finalement, ce mariage n'a pas eu lieu. Et 20 ans plus tard, Piotr Ilyich écrira à sa demande 6 romances avec les mots de poètes français. Et encore une fois, ils se sont rencontrés à Moscou et avec les larmes, avec ses souvenirs, Tchaïkovski écoutait son concert. Et donc, en 1888, Tchaïkovski écrivait à son frère. Hier, nous avons un dîner d'honneur chez Bock et Artaud était là. J'étais énormément content de la voir. On a parlé, mais on n'a absolument pas touché notre passé. Et son mari m'a pratiquement étranglée dans ses bras. Et donc, la vieille Artaud est aussi charmante comme elle était il y a 20 ans. Et donc, avec la France, avec la culture française, Tchaïkovski a beaucoup de choses en commun. C'est son sang, c'est les voyages, c'est les livres. Et c'est seulement à Paris que c'est seulement à Paris que Piotr Ilyich a visité pas moins de 20 ans. Et également, il a visité 10 autres villes françaises. Il a visité seulement une fois la Belgique. Il est resté pendant 2 jours à Anvers. C'était à l'époque quand il était encore juriste en 1861. Il n'a pas eu de souvenirs intéressants depuis ce voyage, malheureusement. Et je peux également remarquer que dans sa bibliothèque riche, il y avait un livre le plus ancien et ce livre était en français, c'était la Bible de 1736. J'ai une
autre conférence sur Tchaïkovski en France avec beaucoup plus d'informations complètes que j'espère je pourrai partager en novembre de cette année parce que nous avons prévu mon intervention de 10 à 19 novembre à Paris dans d'autres villes où je vais donner des conférences. Je vous y invite. J'ai également propose aux organisateurs de cette conférence d'aujourd'hui. Je vais vous donner le lien pour la conférence Tchaïkovski et la France et donc vous pourriez lire plus d'informations sur cet événement en ligne. Et donc, ce voyage en France que je vais faire peut se faire seulement grâce à l'aide de Marietta Marucan, qui est très passionnée de la musique de Tchaïkovski. Depuis plusieurs années, elle a travaillé en tant que professeure de piano et seulement grâce à son aide, on a pu organiser quelques interventions, quelques conférences il y a un an en France et il y a 6 mois en France. Et j'espère que également, on va avoir cette année également. Et je prévois également des conférences en Suisse, au Luxembourg et aux États-Unis. Encore en revenant à l'héritage de Tchaïkovski, c'est bien sûr la musique de Piotr Ilyich, c'est les créations littéraires donc, un grand nombre de ces créations littéraires a été laissé par Modeste Tchaïkovski, le frère de Piotr Tchaïkovski. Je pense que c'est tout. On ne peut pas parler ici de l'architecture, de la peinture. Je pense que de la part de Tchaïkovski, c'est plutôt un héritage non matériel. Et maintenant, je voudrais parler de l'héritage des von Meck. Et je pense que nous pourrions y trouver et montrer beaucoup plus de choses intéressantes. Donc, je vais vous, en fait, partager avec vous une autre présentation sur l'écran. В жизни Петра Ильича Чайковского Donc, dans la vie de Piotr Tchaïkovski, quand il avait à l'âge de 36 ans, une femme apparaît qui était de 9 ans plus âgée que lui. Elle était en fait une fan de musique de Piotr Ilyich. Et elle avait une compréhension spécifique, particulière de la musique de ce compositeur. Elle avait un vrai besoin d'en avoir plus de cette musique. Ainsi, elle a fait appel à Tchaïkovski, qui était à l'époque pratiquement pas connu, avec une demande de faire quelques travaux musicaux. Et 3 ou 4 lettres après, ils vont reconnaître des interlocuteurs, des personnalités très intéressantes et ils commencent à communiquer. Et dès le début de leur relation, ils parlent de ce désir d'avoir une communication écrite et pas de rencontre en personne. Peut-être c'est étrange pour nous aujourd'hui, mais c'est justement grâce à cela que nous avons aujourd'hui un héritage colossal représenté par cette correspondance qui a été préservée dans notre famille. Et après, cette correspondance est
été traduite vers plusieurs langues et elle est étudiée. Donc, cette correspondance a été publiée déjà 12 fois en Russie. Elle a été publiée en Allemagne. Elle a été traduite en suédois, en Allemagne, vers d'autres langues. Donc, de cette manière, grâce à cette correspondance, on apprend beaucoup de choses sur Tchaïkovski parce que il lui parlait beaucoup de choses sur lui-même et seulement avec elle, il partageait ses plans et programmes musicaux. Et cela est très important. Et dans une de ses lettres, Piotr Ilyich écrit à sa correspondante: avec toute mon âme, j'aimerais que ma musique en fait se propage, qu'il y a plus de personnes qui puissent y trouver de l'aide et en fait une aide spirituelle. Et donc j'étudie cet héritage écrit de Piotr Ilyich et je partage celui-ci avec le monde. C'est un travail très important et vaste. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je prie avec moi un livre qui s'appelle le 17e livre. Donc, nous en avons 18 où nous avons des lettres et des journaux intimes, de notes critiques sur la critique fait par Piotr Ilyich et Tchaïkovski. Et de cette manière, on peut le comprendre mieux. Pourquoi je porte votre attention à ces livres-là? Parce que ces livres n'ont pas été traduits dans d'autres langues. Seulement ceux qui peuvent lire le russe peuvent avoir une compréhension plus profonde de Piotr Ilyich. Les autres chercheurs qui travaillent en allemand, en anglais, ils peuvent accéder peut-être que 30% ou 40% de tout le volume, ou peut-être même à 10% de tout ce volume qui contiennent ces 18 livres. C'est très important de le comprendre. Alors, quand on lit les livres en russe, il y a plus de probabilité que leurs auteurs connaissent mieux Tchaïkovski grâce à ses propres mots. Donc, comment les Tchaïkovski et les von Meck sont entreliés. Donc, les deux familles faisaient partie des aristocrates et dans ces milieux-là, c'était du coutume d'organiser les mariages. C'était des coutumes normaux dans beaucoup de pays. Et donc, Piotr Ilyich et Nadezhda ont décidé de réunir leur famille. Et donc, pendant 5 ans, ils ont passé 5 ans pour trouver les bonnes partenaires. Donc, ce sont la nièce Anna et von Meck. Donc, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Et donc, dans le sang de leurs enfants, on peut retrouver le sang de Tchaïkovski et de von Meck dans les mêmes proportions. Donc, c'est ma lignée familiale à moi. Tchaïkovski a beaucoup aimé cette famille jeune. Il les a visités souvent. Il les mentionne souvent dans ses lettres à Nadezhda Filaretovna. Et pour comprendre ce que c'est, on doit imaginer 3 livres. Donc, c'est 1220 lettres entre Nadezhda et en fait, et Piotr, où il parle sur les questions très différentes, pas seulement sur la musique, la poésie, la religion, la philosophie, la politique, l'éducation, la nature, beaucoup de choses, ils sont évoqués et compris
les relations familiales et plein d'autres questions. Et par exemple, qu'est-ce qu'écrit Piotr Ilyich dans une de ses lettres que Kola et Anna, en fait, c'est le bonheur pour tout le monde grâce à leur en fait comportement et comment se sentent Kola et Anna. Donc maintenant, voudrais vous présenter la famille de Nadezhda Filaretovna avec qui Piotr était ami pendant beaucoup d'années. Donc, Nadezhda a eu 18 ans accouchement et dont 11 enfants ont pu et dont 11 enfants ont grandi jusqu'à l'âge adulte. Ici, on peut retrouver la personne avec un chapeau noir. C'était son mari qui était une personnalité très intéressante. Donc, c'est quoi ce nom, son mec, ce nom de famille? C'est un nom allemand. Donc, c'est une famille très ancienne d'aristocrates. Selon les informations que j'ai une peinture du 15e siècle. Et donc, le premier mec mentionné, c'était le chancelier de la Silésie. Donc, c'est entre la Pologne, la Tchéquie et l'Allemagne. Donc, ensuite, les mecs sont arrivés dans les pays baltes. Et donc, ensuite, les pays baltes ont été annexés à la Russie en 1821, après la guerre entre la Russie et la Suède. Et depuis, la famille de von Meck qui y vivait sont devenus les aristocrates de la cour russe. Et donc, depuis, von Meck est devenu ingénieur de chemin, de voies de rail. Donc, après, il a fait connaissance avec sa future femme. Et donc, de cette manière, cette famille a été fondée. Nadezhda Filaretovna a convaincu son mari de laisser son travail de fonctionnaire et ouvrir ses affaires privées. Et ainsi, ce petit business familial est devenu un vrai empire qui qui a pu inviter beaucoup de personnes intéressantes. Et c'est très intéressant comment ces personnes-là ont évolué et comment ils ont dépensé tout cet argent colossal. Encore une fois, Nadezhda Filaretovna est de 9 ans plus âgée que Piotr. Donc, elle a eu plusieurs enfants. Et en plus de Tchaïkovski, elle a également aidé plusieurs autres personnes très connues dans le monde musical. Et donc, Tchaïkovski n'était pas le seul. Et pour la remercier, Tchaïkovski lui a consacré sa 4e symphonie. Et leur correspondance de 14 ans, comme je l'ai dit, elle a été traduite dans plusieurs langues et cette correspondance représente un contenu très important pour la compréhension de la personnalité et de la création de Piotr Tchaïkovski. Et dans cette famille de Nadezhda et Karl von Meck, plusieurs enfants sont nés, parmi lesquels je pense qu'on peut dire sans aucun doute que la personne la plus intéressante est Nikolai von Meck, qui a eu une carrière formidable, incroyable, et qui a fait beaucoup plus que son père. Et donc,
il est aussi intéressant par le fait que justement, c'est lui qui est tombé amoureux de la nièce de Tchaïkovski. Il a fondé une famille dans laquelle ils ont eu plusieurs enfants et cette famille a été également remplie par le bonheur et l'amour. Lui il continue la dynastie des bâtisseurs de voies ferrées et il a construit beaucoup plus que son père. Et donc, c'était une personne très aisée qui était le fondateur, le dirigeant ou un participateur très actif dans les environs 60 sociétés de charité. Ainsi, on peut parler de l'héritage matériel également, de quelque chose de tangible. Par exemple, l'un des bâtiments les plus grands qui existe toujours à Moscou, c'est la gare de Kazan. C'est vraiment le plus grand gare de l'Empire russe qui a donc été bâti grâce à ses investissements et son initiative. Donc, cette partie des chemins de fer a été des chemins de fer privés. Donc, il invite des artistes, des architectes, les plus grands de l'époque, en fait. Et c'était une tâche très difficile qui comportait 3 objectifs en soi. Donc déjà, le volet fonctionnel, il fallait trouver une solution d'ingénierie. Donc deuxième aspect, c'était bien évidemment l'architecture pour que la gare soit un véritable bijou de la ville de Moscou. Et finalement, la fonction esthétique, éducatrice, si vous voulez, les intérieurs de la gare, von Meck invite 12 grands artistes de l'époque, les artistes du siècle d'argent, dont Rerik, Sereb, Bilibin, Serebrikova et bien d'autres. Et donc, il lui pose comme objectif de créer un grand nombre de panneaux, de tableaux que les voyageurs vont voir, à savoir plusieurs millions de personnes par an qui passent par cette gare, donc qui a été vraiment un point logistique majeur de l'Empire. Et à part l'aspect esthétique, les gens pourront ainsi apprendre l'histoire du pays, l'importance de la ville de Moscou, et qui est, du point de vue des transports, un point de jonction entre l'Europe et l'Asie, entre l'Ouest et l'Est. Donc on peut parler, on peut citer plusieurs bâtiments qui sont préservés à Moscou, qui appartenaient à la famille de von Meck. Je ne vais citer que les bâtiments qui sont d'une manière ou d'une autre liés à l'histoire des Tchaïkovski. Donc vous en voyez 3. Donc ce sont les bâtiments où Piotr Tchaïkovski a séjourné. Je rappelle que selon accord commun, Nadejda, von Meck et Tchaïkovski ont décidé de ne jamais se voir en personne. Donc, si elle, par exemple, elle résidait dans un hôtel particulier, il invitait Piotr Tchaïkovski dans un autre parce qu'elle avait plusieurs résidences et maisons à Moscou, en Russie, en Ukraine, en Europe. Et d'ailleurs, Piotr Tchaïkovski s'est rendu dans presque toutes ces résidences. Ce qui en tout cas ressort de leur correspondance, c'est très souvent c'est lui-même qui lui adressait une demande. Elle écrivait par exemple quand il avait trop d'attention de la société, et elle demandait de l'inviter dans une ou l'autre résidence pour avoir un peu de tranquillité. Nadejda von Meck a été une grande amatrice de la musique. Et donc, presque chaque hôtel particulier, chaque maison comportait également de grandes bibliothèques musicales avec des partitions
À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, bien évidemment, et donc c'était assez difficile de trouver des notes, des partitions. Et dans ce sens, les bibliothèques de Nadejda étaient une véritable mine. Il y avait plusieurs pianos également de la marque française Erat. Elle avait aussi des harpes. Elle avait une collection extraordinaire des violons, de Stradivari, par exemple, donc des noms les plus réputés. Et donc, les musiciens qu'elle invitait chez elle pouvaient en profiter. Elle organisait un grand nombre de soirées musicales dans ses résidences et lors de ces soirées musicales. En fait, elle est tombée amoureuse de la musique de Tchaïkovski bien avant leur rencontre, enfin leur connaissance. L'une des maisons, l'un des hôtels particuliers, se trouve par exemple à l'adresse 44 rue Mesnitskaya à Moscou. Ce bâtiment s'appelle la maison des trois compositeurs. Vous voyez sur la photo un fragment du bâtiment et aussi de la plaque commémorative. Donc, de qui s'agit-il? Liszt, Debussy et Tchaïkovski. Donc voilà, les trois compositeurs. Ferenc Liszt séjourné dans ce bâtiment avant que Nadejda l'a acheté. Tchaïkovski a été dans cette maison plusieurs fois. Alors, Debussy. Il a été recommandé à Nadejda von Meck par le recteur du Conservatoire de Paris en tant qu'un jeune diplômé très doué. Et du coup, Nadejda von Meck l'invite chez elle. Et lui, en tant que professeur de musique et musicien invité, il a travaillé plusieurs mois, pendant 3 ans, dans la maison de Nadejda. Et il jouait avec elle à 4 mains et il était professeur de musique de ses enfants. Il y avait aussi le fameux trio de Madame von Meck, Dalnichenko, Parhulski, les jeunes diplômés du conservatoire. Et avec eux, justement, le jeune Debussy. Et donc, ce trio jouait dans les hôtels particuliers de Nadejda pendant 3 ans. 44 rue Mesnitskaya, c'est la maison qui se trouve en face de la maison Lobanov-Rostovski et juste à côté de l'hôtel particulier de l'édition Argument et Faits. Une autre maison assez célèbre se trouve à l'adresse 14 boulevard Rojdestensky. Cette maison a été achetée des frères von Wyszynski. L'hôtel est connu sous le nom de Maison au Lion. Donc, pendant un certain temps, c'était la propriété des von Meck, et puis il a été revendu. Juste à côté de cet hôtel, à droite, il y avait aussi une autre maison achetée par le frère de Nadejda. Également un point très important dans le destin de la famille von Meck, parce que ce frère, il gouvernait une partie des chemins de fer, donc il faisait partie de cet empire des chemins de fer. Une autre adresse, 14 boulevard Gogolevski. Vous voyez un peu les intérieurs. C'était vraiment une maison somptueuse qui a été méticuleusement restaurée il y a quelques années. La maison précédente est aujourd'hui une propriété fédérale, donc publique, et il y a un ministère qui loge dans ces murs. La maison à l'adresse 14 boulevard Gogolevski est la propriété du gouvernement de Moscou. Aujourd'hui, c'est l'état majeur de la Société des échecs russe. Donc, il y a le musée des échecs et je leur suis très reconnaissant parce qu'ils déploient tous leurs efforts pour conserver la maison et les intérieurs sont vraiment sublimes. Voilà encore quelques photos. Il y a aussi le code QR. Si vous pouvez le scanner, vous pouvez accéder à un album de photos plus riche. Et j'ai aussi une conférence sur ces intérieurs sur ma chaîne YouTube, si vous êtes intéressé. Il y a aussi une résidence de campagne à Plesheyevo, dans la région de Moscou.
Piotr Tchaïkovski y a résidé plusieurs fois, bon, en l'absence de Nadejda, tout comme Debussy d'ailleurs. Et dans la correspondance entre Tchaïkovski et von Meck, il y a très souvent les remarques, les discussions sur ce jeune musicien. Donc les deux pensaient qu'un avenir brillant l'attendait. Un peu plus tard, au début du XXe siècle, je ne sais pas, en 1913 ou 14, Debussy se rendait aussi en Russie, à Moscou, où il a rencontré les enfants de Nadejda, Nicolas et von Meck, par exemple. Nadejda était déjà morte à cette époque-là. Voilà, c'est l'aspect actuel de cette résidence à Podolsk. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver des fonds pour sa restauration. Bon, peut-être un jour. Il y a déjà des projets de restauration, des travaux de rénovation. Il reste qu'à les mettre en œuvre. Un autre bâtiment qui n'a pas été préservé jusqu'à nos jours, mais grâce à Koustodiev, un grand artiste russe du début du XXe siècle, nous donc connaissons l'aspect de cette résidence de Nikolai von Meck, fils de Nadejda. Donc à gauche, il y a aussi une photo de ce grand manoir dans un endroit très pittoresque, très riche de par ses intérieurs. Donc Nikolai von Meck a été un grand collectionneur des peintures. Il était ami avec plusieurs artistes et il avait une collection très importante qui n'a pas été préservée en tant que collection, malheureusement, mais plusieurs œuvres se trouvent aujourd'hui dans différents musées russes. Et donc, voilà, je me réjouis que les tableaux sont toujours en Russie. Ils n'ont pas été transportés ailleurs. Il y a eu un film qui a été tourné donc, dans cette résidence. Il y a notre code QR, vous pouvez le scanner et visualiser le film. Une autre adresse, 35 rue Prečistinka. Donc, à la frontière entre l'histoire impériale et la Révolution, c'était à peu près à cette époque-là que la famille des von Meck y résidait. Aujourd'hui, c'est la propriété privée, donc je n'étais pas à l'intérieur. Encore une fois, peut-être un jour, j'aurai l'occasion. Donc, dans la cour de cet hôtel, il y avait le garage de Nikolai von Meck, qui était un grand amateur des automobiles. Et d'ailleurs, toute sa famille, ses enfants, même ses filles, étaient aussi de grands amateurs et même pilotes de voitures. Il y avait plusieurs véhicules. Il y a aussi des photos qui le prouvent. En tant qu'héritage matériel, je vais vous citer aussi des fragments d'un grand projet de Nikolai von Meck au début du XXe siècle. Il a donc agrandi son entreprise des chemins de fer à une échelle énorme. Donc les effectifs, par exemple, comportaient entre 30 et 40 000 personnes. Donc il a décidé de bâtir une ville privée pour ses employés. Donc, bien évidemment, c'est un projet tout à fait unique. Le projet, dès le début, est conçu à partir de zéro. Donc, il s'agit de lieux de résidence, mais aussi l'ensemble des infrastructures. La conception et donc la construction de 1000 bâtiments sont lancés pour 10 000 personnes. Et il y a aussi donc de gros projets d'infrastructure, des tramways, le réseau d'électricité. Je vous rappelle, c'est le début du XXe siècle. Le réseau téléphonique, l'éclairage, bien évidemment, les voies, les routes, l'usine d'incinération des déchets, les églises, les écoles, aussi les saunas, les blanchisseries, les bibliothèques, les hôpitaux, les sanitariums, le théâtre que vous voyez sur la photo.
des lieux publics, des lieux donc prévus pour des sociétés de bienfaisance et d'instruction. Donc les travaux sont lancés. Il y a un grand nombre d'architectes qui participent, dont Chusev. Mais malheureusement, donc c'est la Première Guerre mondiale qui éclate, puis la Révolution, et du coup le projet n'a pas été achevé dans sa totalité. Mais aujourd'hui, il fait partie de la ville actuelle de Joukovski, et donc les bâtiments, les rues qui ont été fondées à cette époque-là sont préservés. Bon, leurs états varient, mais ils sont toujours témoins de cette époque. Et les Tchaïkovski et les von Meck, ce n'est pas tout simplement une correspondance de personnes. Ce sont deux familles apparentées qui avaient des rapports à différents niveaux, de différentes proximités, intimités, on va dire, au cours de plusieurs époques. Là, par exemple, Nikolai von Meck avait le frère de Piotr Tchaïkovski, qui était chef du projet, Hippolyte Tchaïkovski, qui a vécu plus longtemps que son frère. Il a fait son service militaire, il a fini amiral, et puis quand il est parti à la retraite pendant plusieurs années, il a travaillé pour Nikolai von Meck. D'autres frères, sœurs, nièces des Tchaïkovski et des von Meck ont participé ensemble dans tout un nombre de projets de bienfaisance. J'ai beaucoup de données historiques. Donc, ils aidaient ensemble à différentes orphelinages, bibliothèques. Donc, ce n'est pas seulement une amitié épistolaire, il s'agit d'une relation familiale très profonde, très variée. Il y a des photos, on peut les voir les uns chez les autres, Tchaïkovski, von Meck, Davidov, tous ensemble. Après, il y a d'autres bâtiments qui ne sont pas conservés, mais on peut trouver des peintures réalisées par les artistes. Voilà, pour vous donner une idée. Une autre adresse conservée, donc à gauche, c'est 4 ruelle Chisti, un hôtel particulier où l'un des fils de Nadejda, Alexandre, vivait, qui correspondait aussi avec Piotr Tchaïkovski. Après une rencontre personnelle, il lui exprimait vraiment une adoration incroyable, pas seulement Alexandre von Meck, mais en fait tout le monde qui rencontrait Piotr Tchaïkovski. Tout le monde a été surpris à quel point c'était une personne intelligente, modeste et charmant. À droite, c'est une maison en bâtiment qui a été spécialement conçue pour être par la suite louée, donc une sorte de business, si vous voulez, de l'époque. C'est juste à côté, donc à gauche de la maison jaune, vous voyez le mur gris, donc c'est ce que vous voyez à droite. Un autre bâtiment très joli à mon avis, mais malheureusement son état est vraiment déplorable, qui appartenait à Maximilien von Meck, le troisième frère. Ce bâtiment se trouve dans la ville de Vilniov, dans la région de Tula. Donc à gauche, vous voyez son état actuel. Au milieu, les plans que j'ai trouvés dans les archives de l'un des journaux architecturaux de l'époque. Ça paraît petit, mais en fait, c'est un grand bâtiment qui est intéressant déjà par le nombre de pièces. Il y en avait 28. Les intérieurs étaient tous très variés, donc dans le style oriental, égyptien, européen, russe, et ainsi de suite. Et à droite, vous voyez une photo d'une propriété de Vladimir von Meck. C'était une grande résidence à
Krasnovidovo, pas loin de Mozhaïsk. C'était en fait le lieu de rassemblement de tout le beau monde de Moscou. Il avait son propre orchestre, il avait un champ pour les courses à chevaux. Il a également construit une cathédrale, donc c'est une autre page culturelle très intéressante, une partie de l'héritage. Donc ici, vous voyez les propriétés des Mecs sur le territoire de l'Ukraine moderne, Brailov à gauche et Kopylov à droite. Donc Brailov, il y a quelques constructions, quelques bâtisses. Il s'agit des bâtiments d'habitation. Bon, quelqu'un dit que c'est un véritable palais. Peut-être que par les intérieurs, c'était bien ça, parce que Nadejda, à qui ce bâtiment appartenait, avait des collections incroyables de la peinture européenne surtout. Piotr Tchaïkovski y a résidé. Il a été ébloui par cet endroit, par sa surface. C'était un manoir énorme. Après, lorsque Nadejda von Meck vu les difficultés dans son business, donc elle a voulu le vendre. Ça a traîné plusieurs années parce qu'elle n'arrivait pas tout simplement à trouver des acheteurs. Et finalement, elle l'a vendu 2 fois moins cher qu'elle l'a acheté. Voilà. Donc, dans ce bâtiment, il y a eu 160 chambres. Piotr est resté dans l'une d'entre elles. Et il y a eu l'usine de sucre, l'usine d'alcool à côté. Et Piotr est tellement tombé amoureux de cet endroit qu'il a écrit 3 pièces pour le violon qui s'appellent en fait qui ont été consacrés à cet endroit-là. Donc, ensuite, à droite, nous voyons le datch de Nikolai Fomek qui s'est marié avec la nièce du compositeur. Et je voudrais vous rappeler que Piotr a vraiment beaucoup aimé cette famille. Il les visitait souvent dans ce bâtiment maintenant est dans un état beaucoup moins bon que les autres bâtiments que je vous ai montrés, malheureusement. Ici, je voudrais vous montrer quelques découvertes européennes où Tchaïkovski a séjourné. À gauche, la photo, on peut voir la partie d'une résidence qui a été achetée par Nadejda von Meck en France pour essayer de vivre en même temps que Tchaïkovski séjournait. C'était juste une expérimentation pour elle parce que de cette manière, elle a pu prouver une résidence qui comprenait 2 bâtiments qui ont été séparés. De cette manière, elle pouvait vivre dans un de ces bâtiments et Piotr pouvait s'arrêter et séjourner dans un autre bâtiment. Donc, pendant plusieurs années, Nadejda l'a invité, mais Piotr Ilyich n'a pas vraiment donné son accord et finalement, il n'a pas pris sa décision de réaliser cette idée-là. Et donc, cette année, j'ai visité ce bâtiment avec la personne qui m'a aidé avec mon voyage en France. Et donc, nous sommes arrivés justement au moment où les nouveaux propriétaires qui travaillent, parce que maintenant, ça fait partie de la Croix-Rouge française, c'est une clinique pour les maladies neurologiques. Et il y a des centaines de personnes qui sont là. Donc, justement, à ce moment-là, les propriétaires cherchaient des photos pour reconstruire l'image historique de ce bâtiment et pour raconter à ceux qui vivent et ceux qui visitent ce bâtiment l'histoire très intéressante entre Tchaïkovski et von Meck. Et je suis très content que des personnes aussi merveilleuses et qui vivent dans cette maison, dans ce bâtiment.
Et donc, à droite, vous voyez le Dacha d'Arcachon où Nadezhda Fonmek séjournait et plusieurs années plus tard, Nikolai Vorkachon, Nikolai qui venait là, à Arcachon, où j'ai visité ce bâtiment et où nous sommes en contact avec les propriétaires actuels. Et donc, peut-être cet automne, on pourrait visiter ce dacha justement grâce à Marietta Manukan. Et justement, la partie de l'héritage de Fonmek, de l'héritage culturel, peut être plusieurs églises dans la construction desquelles Fonmek ont participé. Ici, on peut voir plusieurs photos qui sont, dont la plupart est en Russie. De ces églises, certaines y sont conservées, pas d'autres. Sur ces photos, on peut voir au moins deux églises qui ont été construites en Israël et c'est Nikolai Fonmek a financé une majeure partie de cette église et la deuxième église a été construite à Buenos Aires et j'espère qu'un jour je pourrai visiter Buenos Aires pour justement voir de mes propres yeux cette église, ce bâtiment-là. Et une autre partie de l'héritage de Fonmek, c'est les peintures. Ils étaient des très gros collectionneurs. Si je me rappelle bien, en 1870, dans ces années-là, Pavel Tretiakov, un grand collectionneur russe, écrivait: je peux pas conquérir les Fonmek et si vous savez bien, Pavel Tretiakov, c'est un des plus grands collectionneurs russes et son héritage fait la grande partie de la galerie Tretiakovskaya. Et justement, dans cette intersection de l'héritage historique et dans l'héritage présenté par les peintures, je voudrais vous présenter les peintures de Nesterov qui peignait à l'ordre de Fonmek des icônes pour les sépultures familiales. Donc, c'était des icônes assez grandes et il y en a eu au total 5. Et donc, nous voyons une photo de l'église qui est conservée. Et ici, on peut voir, on a indiqué par la flèche jaune des tombes de Nadezhda et de certains de ses enfants qui sont tous là. Et à droite, on peut voir une petite icône de la Vierge Marie qui a été offerte par la grande-duchesse Elisaveta à la famille de Fonmek, dans les veines desquelles il y avait le sang de Tchaïkovski également. C'est Galina Fonmek que je vous montre ici. C'est mon arrière-grand-mère qui, dans des conditions incroyables pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'âge de 2 ans, elle s'est trouvée en Europe. Elle vivait en Angleterre jusqu'à son décès. Elle a écrit un livre magnifique qui, on peut dire, raconte l'histoire alternative de la Russie. Donc, on peut y trouver le nom de Pouchkine, de Tchaïkovski, d'Alexandre le Ier, Alexandre II, Nicolas II, Dzerzhinsky et d'autres personnages importants et connus russes et également un grand nombre de musiciens et compositeurs. On peut les trouver dans ce livre. Concernant les peintures, Nadezhda a été une grande collectionneuse de la peinture européenne et ses enfants et ses petits-enfants collectionnaient les peintures russes. Et donc,
parmi ces noms, on peut trouver des peintres très importants dans la peinture russe. Ce sont les peintres Nesterov, Levitar, Eric, Vasnetsov, Benoît, Korovine, Repin, Somov, Serebrekova, Kustodiev, Vinogradov, Arkhipov, Malavin et les autres. Tous ces peintres étaient des amis proches de la famille. Ils peignaient eux-mêmes ils également achetaient des peintures prêtes et on peut trouver en fait, toutes ces peintures étaient extrêmement chères et les Tretiakov et les autres grands collectionneurs ne pouvaient pas se permettre de les acheter. Donc, comment est-ce que je peux les trouver? Dans les archives, comme je dis, la collection entière n'est pas conservée. Donc, je fais mes recherches, les publications dans des journaux, dans des annonces des expositions, dans les catalogues des expositions. Je peux trouver les peintures qui faisaient partie de la propriété des von Meck, comme par exemple la peinture des Serov ou de Vasnetsov, ou par exemple de Wrubel. Et de cette manière, je peux trouver une grande liste de peintures. Ou de cette manière, je peux trouver également une image de l'ancienne Moscou où c'est écrit sur cette image-là, propriété des von Meck. Ou par exemple, la peinture de Wrubel. Et également, comme je l'avais déjà mentionné, il y a eu une construction de la gare de Kazagne où les von Meck ont commandé un grand nombre de travaux chez les peintres, dont le plus grand était mesuré en diagonale 80 mètres. Donc, je vais vous juste montrer quelques-uns. Donc, celui-ci est l'une des premières peintures dont von Meck a acheté et pour laquelle il a payé 10 000 roubles. 10 000 roubles à l'époque représentaient une somme d'argent pour laquelle vous pouvez acheter 2 grandes maisons. Donc, c'était vraiment très cher, un prix très cher et très peu de personnes pouvaient se permettre de payer un prix aussi fort. Et je pense que on peut également inclure l'activité éducationnelle des von Meck. C'était également la création de certains départements dans des universités, l'ouverture de ses propres départements ou universités, comme par exemple l'Université agricole à Moscou et l'ouverture de cours différents. Et il y a eu également un train universitaire qui contenait 11 voitures où il y avait en fait, il y a eu des séparations par activité. Il y a eu des laboratoires photos dans ce train. Il y a eu des musées qui étaient complètement décorés par des photos. Et dans ce train a visité plus de 50 000 personnes. On peut trouver rien d'autre, c'est que pu donner autant d'informations éducationnelles publiques et il n'y a rien eu d'autre qui peut être mesuré à ce train-là. Donc, ici, sur la dernière photo, je voudrais vous montrer que environ un quart de la population mondiale ont leur hobby. Et donc, la collection est l'un des hobbies et un des loisirs les plus fréquents. Et donc, moi également, je suis un collectionneur. J'ai
dans mes collections, il y a des pièces complètement uniques. Par exemple, ici, vous voyez la partie de la collection qui s'appelle Tchaïkovski dans les arts médaillères. Donc, j'ai ici 150 pièces de 15 pays différents. Donc, cela prouve que Tchaïkovski est aussi connu qu'on peut trouver les monnaies des pays différents en Chine, par exemple en Turquie, en Corée du Nord, au Laos, où on peut retrouver sur leur monnaie le portrait de Tchaïkovski. Et à mon avis, c'est une très belle preuve de l'amour, de leur amour envers notre compatriote Piotr Tchaïkovski. Et enfin, je voudrais vous dire que j'ai publié quelques livres, dont certains je vous ai montrés là. Donc, c'est l'un de ces livres, c'est la biographie de Tchaïkovski. Je publie également l'almanach de Tchaïkovski et, à mon avis, un livre très, très intéressant qui s'appelle Le fable non inventé. C'est un livre incroyable qui raconte et montre d'une manière très intéressante l'amitié entre Tchaïkovski et von Meck. Pourquoi ce livre est très intéressant? Parce que son auteur est une poète, une, euh, une mère de plusieurs enfants et elle est également psychologue par formation. Et grâce à ce livre, je peux comprendre beaucoup du point de vue d'une femme de ces relations-là entre Tchaïkovski et von Meck. Et ainsi, je peux aujourd'hui, j'ai essayé de vous expliquer l'histoire de Tchaïkovski en tant que chef d'orchestre, personnalité publique, pédagogue, également l'histoire de son meilleur ami auquel elle a consacré son 4e symphonie. Elle voulait pas, en fait, en fait, Nadezhda ne voulait pas que son nom de famille soit nommé dans le nom de sa création. Et donc, ils se sont apparentés avec cette famille-là et je vous ai expliqué en partie l'héritage de ces deux familles. En fait, chaque diapositive représente en soi un sujet pour plein de conférences. Et donc, si vous êtes intéressé par un des sujets de cet héritage-là, vous pourrez trouver plus d'informations et en écouter plus. Donc, tous les livres sont gratuits sur la première page de mon site qui s'appelle la Fondation Fonds MEC. Et donc, je serais très reconnaissant si vous pourriez visiter mon site et également si vous pourriez partager les liens sur ces sites parce que je pense que vous pourriez trouver énormément d'informations que vous ne pourriez pas trouver ailleurs, y compris dans les livres. Donc, je vous invite de faire connaissance avec ces livres et d'ailleurs, certains d'entre eux existent déjà dans le format audio que vous pouvez également télécharger gratuitement. Et je pense que j'ai terminé. Donc, si nous avons encore, on a déjà essayé de répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les organisateurs derrière Romanova pour l'organisation. Denis, bien sûr, j'ai une question. Justement, la première, je peux la voir dans le chat. Je vais la traduire du français. Donc, y a-t-il en Allemagne des descendants de la famille von Meck et où? Donc, c'est Martine Cousin qui pose cette question. Donc,
La question en fait, des familles, des descendants, c'est une très question délicate. Donc, je sais qu'il y a peut-être quelques descendants de la famille, mais malheureusement, nous ne sommes pas en contact avec eux et je pense que ces contacts ont été rompus au milieu du XXe siècle. Et parce que, comme je l'ai déjà dit, l'auteur de ce livre, Galina Vomek, est également ma tante qui vit en Angleterre en ce moment, qui a 80 et quelques ans déjà. Donc, ils ont eu une histoire très compliquée. Ils sont arrivés de l'Union soviétique en Europe. Et donc, quand ils sont arrivés en Europe pendant le temps de guerre, bien sûr, tout le monde qui vivait en Allemagne, euh, en fait, ils avaient peur que ils soient perçus comme les espions de l'Union soviétique et qui donc ces relations de cette manière ont été cachées et les rejeté ces relations-là à cause de cette raison. Mais finalement, je peux trouver quelques membres de la famille, quelques parents en Amérique, aux États-Unis, en Pologne, et je pense que c'est en général ça. Есть вопрос, на который, возможно, удастся дать ответ, Bon, en tout cas, voilà, потому что il y a des во-первых, questions, peut-être люди qu'on pourra y находятся так répondre avec le temps. что, наверное, C'est vrai que déjà, vos activités sont tellement larges et diversifiées qu'on ne peut Дмитрий pas Павлович, я tout faire. на правах э, соорганизатора этой встречи Bon, тоже en tant que хотела бы задать co-organisateur de вопрос. cette rencontre, je voudrais Возможно, également vous время poser quelques questions, небольшое, si possible, давайте et попробуем j'invite так. notre Во-первых, public я à вижу, le что faire aussi. Bon, на premièrement, своей страничке, посвященной sur нашей сегодняшней встрече, мы обязательно опубликуем notre на page, сайте sur notre site Русско Брюсселя web все de la Maison russe à Bruxelles, donc consacré à cet événement. Nous avons bien évidemment publié tous les liens vers votre site, vos livres. Donc notre site fonctionne en 4 langues parce que la Belgique est un pays multilinguistique. Donc il y aura des annonces en russe, en français, en anglais et en flamand. Merci beaucoup pour le contenu très riche que vous venez d'exposer et aussi pour son adaptation à l'époque actuelle, donc le format numérique. Merci beaucoup aussi pour le charme que vous avez partagé avec nous en lisant les poèmes du jeune Tchaïkovski. Donc, vous avez cité la traduction de ces poèmes en russe, mais je pense que notre public belge serait intéressé à les lire en original, donc en français. Nous les publierons également sur notre site. En plus, nous avons un salon littéraire, donc pourquoi pas choisir ces poèmes comme un sujet de conversation lors de la prochaine session. Donc, si vous pouvez nous envoyer le texte français, nous serions reconnaissants. Oui, j'ai envoyé le lien à Daria. Elle va partager le lien avec vous. Effectivement, sur cette page Internet, il y a 2 colonnes. Il y a l'original en français et la traduction en russe et vice-versa. Donc, en fonction de la langue de l'original. Merci. Cette rencontre, d'ailleurs, est enregistrée. La conférence est diffusée en langue russe et en français sur les réseaux sociaux et sur notre site web. Et j'invite tout le monde, les participants à cette conférence, mais aussi les autres spectateurs et écouteurs. J'invite aussi à réécouter l'enregistrement de cette vidéo qui sera également diffusée sur notre chaîne YouTube. Et je suis sûre que cette conférence sera encore écoutée et visualisée par un plus grand nombre de spectateurs. Ce n'est que le début. Nous espérons également
que nous pourrons profiter de la suite. Donc, si vous envisagez de passer par la France, peut-être que vous trouverez le moyen, l'occasion de passer également par la Belgique. C'est pas très loin, c'est à 1 heure et demie en train. Donc, vous êtes toujours le bienvenu dans la Maison Russe à Bruxelles. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis sûre qu'un jour, je n'y manquerai pas pour le novembre prochain. Malheureusement, j'ai déjà le calendrier super chargé, mais j'espère que la communauté culturelle qui nous écoute ce soir et donc qui va se joindre connaît peut-être Olga Bobrova, un pianiste, un compositeur et juste une personne extraordinaire. C'est une amie à moi depuis plusieurs années. J'ai été chez elle grâce à Marietta Manoukian printemps dernier, je ne me souviens plus. Et elle va également, je pense, contribuer à cette rencontre ou peut-être quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un aimera venir à Paris, comme vous dites, c'est à 1 heure et demie pour écouter mes conférences. Oh, vous savez, Olga Bobrovnikova est d'ailleurs avec nous. Ah, Olga, bonjour. Oui, une conférence extraordinaire. C'était un grand plaisir. Bonsoir à tous. Je souhaite beaucoup de bonheur à vous tous. Bonne soirée. Oui, bien sûr, nous connaissons Olga depuis longtemps. Euh, elle a été chez nous en tant que musicienne, pianiste. J'espère qu'on va faire pareil dans l'avenir. Effectivement, cette communauté culturelle internationale nous permet de nous voir tous physiquement ou sur Zoom. Si vous permettez, je vais rajouter quelques points. Aujourd'hui, dans l'espace d'information actuel, il y a beaucoup de musiciens et de bonnes personnes, mais Olga Bobrovnikova, c'est une personne exceptionnelle, d'un talent extraordinaire. C'est aussi une artiste, une musicienne, compositrice, et aussi ce qu'elle fait en termes de l'instruction, voilà, de la promotion, de la culture, c'est énorme. Merci, merci, Denis. Ah oui, je partage pleinement cet avis. Olga, vous dites peut-être quelques mots si vous voulez bien. Oui. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que notre rencontre avec Denis von Meck, c'était aussi très, très symbolique finalement. Elle faisait suite à voilà, à une série de rencontres culturelles, spirituelles, émotionnelles. Donc aussi toute cette histoire de Piotr Tchaïkovski, Nadezhda von Meck, vous savez, il y a cette répétition d'histoire en quelque sorte. Et je crois que le nom et l'esprit de Tchaïkovski vit toujours en Russie, en Europe. Et c'est quelque chose, entre autres, qui doit nous unir. Cet amour exceptionnel, cette pureté, cette ouverture d'esprit de cette âme de Piotr Tchaïkovski, de par sa musique, mais aussi c'est quelque chose qui transpire à travers tout son héritage. C'est quelque chose qui devrait nous guider dans notre vie. Voilà. Et pour ce qui nous concerne, bien sûr, nous allons poursuivre cette œuvre en France dans un format virtuel, comme nous l'avons fait avec Marietta et avec Denis. Oui, Marietta Manoukian est une autre personne tout à fait extraordinaire. Je pense qu'elle nous écoute aussi. Puis il y a une autre histoire à part, l'histoire du palais de Bel Air en Touraine, en France. Je pense que vous pouvez la retrouver sur le site de Denis von Meck, une histoire extraordinaire. C'est quelque chose que j'ai découvert, mais voilà, que Denis a développé
et partager cette histoire à travers ses publications, ses ressources d'informations. Puis, je pense que d'autres découvertes nous attendent. C'est vous aussi qui m'avez aidé à retrouver les documents sur Nice. Oui, j'ai été à Nice grâce à Marietta en mars dernier. J'ai donné plusieurs conférences. Il y avait beaucoup de visiteurs d'ailleurs. On a parlé de Nice en tant que ville russe et son héritage culturel et je vous remercie grandement pour votre travail dans les archives. Effectivement, ça nous a permis de découvrir plusieurs choses très intéressantes. Ah oui, les archives conservent des véritables trésors qui attendent encore leur moment. Oui, vous avez parlé un petit peu aujourd'hui de la numérisation des archives. Effectivement, c'est très bien parce que ça les rend plus accessibles pour le public. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent et pour qui c'est important et qui, j'espère, vont poursuivre nos recherches. Olga, vous êtes à côté du piano, non? Vous pouvez jouer trois, cinq notes de votre ouvrage sur Tchaïkovski. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, j'ai composé un ouvrage que j'ai appelé Le rêve américain de Tchaïkovski. Ça parle de Tchaïkovski qui vient à Carnegie Hall, qui s'ouvre en 1991. Звук не очень. Спасибо огромное. Спасибо. Oui, merci Olga. Oui, malheureusement, les nouvelles technologies ont aussi leurs limites. Le son du piano est mal capté par le portable. Donc, Olga, il faut vraiment organiser votre intervention, votre interprétation dans la maison russe. On va envoyer tout simplement l'enregistrement de la vidéo à Denis. Et je pense que je parle de moi-même, et je pense que je parle un peu pour tout le monde. Après cette conférence, on a vraiment cette sensation de l'ambiance culturelle, spirituelle créée par différentes générations des familles Tchaïkovski von Meck. Une vie très riche culturellement dans leur pays, mais aussi dans l'espace international. Et je pense que c'est ça le sens profond de la culture, de la musique, de la langue, de la littérature, c'est de créer cet espace large, culturel, commun, qui nous réunit tous, l'espace qui existait au 19e, au 20e siècle et qui doit être préservé, cette coopération culturelle. La vie culturelle commune, bien sûr, c'est quelque chose qui doit persister au 21e siècle et plus tard. Et votre récit se partage sur les dynasties des Tchaïkovski et des von Meck. Et le temps, le moment où nous écoutons cette histoire, je pense que voilà, c'est la chose, c'est le résumé, si vous voulez, la conclusion principale. Voilà. Et après, encore une fois, j'espère que ce n'est pas la fin, qu'il y aura la suite. Merci beaucoup. Je voudrais également dire deux mots. Tout d'abord, je tiens à remercier Denis von Meck pour cette intervention très riche qui nous a permis de découvrir cet héritage très diversifié. Et un grand merci à la Maison Russe à Bruxelles, à Tatiana Fedorova, à Vera Bounina, à toute l'équipe de la maison, aussi à Gennady Rogalov, représentant de Rosotrudnichestvo. Et j'espère aussi de pouvoir organiser des rencontres en présentiel
voilà, dans l'avenir proche. Je me félicite vraiment de cette coopération, de notre interaction. Oui, Gennady, Monsieur Rogalov, peut-être vous pouvez aussi dire quelques mots pour conclure. Oui, je ne peux que me joindre aux paroles des intervenants précédents. Je tiens à remercier Denis Fomek pour oui, ce récit intéressant, très riche. J'ai découvert beaucoup de choses que je connaissais pas. Effectivement, la culture, elle est une chose, elle a ce potentiel unificateur. C'est quelque chose qui crée cet espace commun pour les peuples. Et voilà, tout simplement, merci encore pour toutes les informations intéressantes que vous avez partagées. Merci beaucoup à tous les participants, Denis, à vous-même, premièrement, et à l'Institut de l'Héritage, Daria Romanova. Merci, elle qui a tout fait pour que cette rencontre puisse avoir lieu, voilà, en espérant la suite de cette coopération sur ce sujet et autres sujets. Merci à tous les participants, merci à notre cher public, merci à vous, Olga Bobrovnikova, qui a apporté sa contribution également. Oui, je vous rappelle que l'enregistrement de cette conférence sera affiché sur la chaîne YouTube de la Maison Russe à Bruxelles, en russe et en français. Tous les matériaux, les liens, les poèmes de Tchaïkovski en français, donc tout ce qui nous sera transmis par l'Institut de l'Héritage sera également publié en 4 langues sur le site web de la Maison Russe à Bruxelles. Et je vous invite tous à nos rencontres prochaines dans le cadre du projet avec les racines russes. Et notamment, donc, en novembre, on aura plusieurs conférences sur la participation de la Russie à la Première Guerre mondiale. Merci, Denis. On va vous recontacter pour parler de votre intervention possible. Donc, merci encore. Prenez soin de vous et à la prochaine à la Maison Russe à Bruxelles. Merci beaucoup. Record.